Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va attendre encore 1 ou 2 minutes, voilà, le temps que tout le monde puisse se connecter. Voilà, vous pouvez donc utiliser le chat, c'est parfait. Le nombre de participants augmente. On attend encore jusqu'à les 16h, 16h02, encore 1 minute pour débuter, pour ne pas prendre de retard. Allez, on va démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, il est voilà, 16h01, 16h02. On va bientôt pouvoir débuter ce premier webinaire de l'année 2022 pour le réseau Mobine. C'est également l'ouverture pour nous d'un cycle de webinaires durant toute l'année avec une programmation mensuelle sur différentes thématiques de la mobilité inclusive et solidaire. On est ravis de vous accueillir durant 1h30 sur le sujet des vélos-écoles. Et avec nos intervenants, nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi et comment mettre en place une vélo-école solidaire et inclusive ? Avant de débuter à proprement parler, un petit rappel sur les règles de ce webinaire. Alors, vous pouvez donc utiliser le chat. Je vois que c'est déjà le cas donc pour les discussions, voilà, pour dire bonjour, c'est super. Juste à côté, vous avez un petit onglet questions que vous pouvez utiliser pour poser vos questions. Il y aura 2 sessions de questions-réponses qui sont prévues dans le déroulé. Et on reprendra donc les questions qui auront été posées dans cet onglet. Donc, n'oubliez pas de vraiment l'utiliser. Un replay sera également envoyé dès la fin de ce webinaire. Donc, voilà, le webinaire est bien enregistré. Et voilà. Et donc, vous allez bien recevoir le replay. Pour toutes les personnes qui ne pourraient pas être là, vous pourrez leur dire qu'elles pourront regarder la vidéo tranquillement chez elles. Avant de présenter le déroulé et le programme, un rapide rappel de qui est le réseau Mobine et dans quel contexte se met en place ce webinaire. Donc, le réseau Mobine, c'est un réseau national et régional des acteurs territoriaux de la mobilité inclusive. C'est un réseau qui a été créé en 2017, qui comprend aujourd'hui 10 régions mobiles constituées, qui rassemble environ 150 opérateurs de mobilité inclusive qui œuvrent à la fois sur des solutions du pouvoir bouger et du savoir bouger. Et on y reviendra juste un peu plus tard sur ces 2 dimensions. Le réseau rassemble donc à la fois des plateformes de mobilité, des écoles de conduite à statut associatif, des garages solidaires et également, bien sûr, des vélos-écoles. Les missions du réseau vont être d'accompagner, de professionnaliser les acteurs, de fédérer les initiatives locales et régionales, de porter des projets innovants et d'apporter notre expertise et notre ingénierie sociale. Ce webinaire prend place dans un projet qui est financé dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ce projet a pour ambition de mieux faire connaître et de mieux faire comprendre les solutions de mobilité inclusive existantes, à la fois pour le grand public, les acteurs territoriaux et les professionnels de l'accompagnement.
Pour ce faire, notre projet, c'est à différents outils. Tout d'abord, le développement et la création d'une plateforme numérique de renseignement sur l'existant, qui est en cours de développement. La création de contenus pédagogiques et ludiques pour une meilleure compréhension des différentes solutions de mobilité qui existent. Et donc, ce webinaire et tout le cycle de webinaires prend vraiment sa place dans cette partie-là, donc la création de contenus pédagogiques et l'organisation d'événements régionaux durant toute l'année 2022. Ce webinaire est également financé par l'ADEME dans le cadre d'un partenariat que nous avons conclu avec cette agence. Au niveau du déroulé, durant 1h30, nous aurons différents intervenants. Nous allons débuter avec Pascal Grand, qui est le responsable de la professionnalisation à Mobine, qui va nous rappeler le contexte et les enjeux des vélo-écoles inclusives et solidaires. Arthur Janus, qui est animateur du réseau des vélo-écoles à la FUB, va nous parler des éléments clés d'une vélo-école. Nous aurons ensuite une session de questions-réponses à la suite de ces deux interventions. Puis nous aurons des retours d'expérience très pratico-pratiques et très terrain par trois intervenantes. Judith 1, qui est dirigeante de l'espace PAMA, Séverine Vigourou, qui est chargée de développement vélo-école chez FIT, et Laure Ruello, responsable de la vélo-école à BAPAV. Et je donne du coup la parole à Pascal, qui va nous parler du contexte. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on ouvre ce cycle de webinaires. Justine l'a précisé, notre ambition, c'est de donner à voir de la manière la plus concrète possible les actions que nous pouvons mettre en place sur les territoires pour favoriser la mobilité des publics dits empêchés. Alors là aussi, Justine l'a dit, les acteurs de notre réseau accompagnent des personnes qui rencontrent des difficultés de mobilité, et ces difficultés, elles impactent assez durablement leur capacité à vivre leur vie, à accéder au travail, à accéder aux services, etc. Donc, on a voulu commencer ce cycle de webinaires. On verra ça un petit peu à la fin de ce webinaire. On va en avoir un tous les mois par cette question des vélo-écoles dites inclusives, parce qu'il nous semble qu'il y a un enjeu et un contexte aujourd'hui et des enjeux qui font qu'il est intéressant de réfléchir. Il y a déjà beaucoup de vélo-écoles qui existent en France, mais de voir comment on peut un peu plus les développer encore et un peu plus les centrer sur la question de l'inclusion, parce que la pratique du vélo, l'usage du vélo, nous semble assez déterminant aujourd'hui. Et je vais essayer d'apporter quelques éléments de réflexion pour vous en convaincre, disons. Quelques éléments de contexte. Là aussi, je n'ai pas prétention à identifier tous les éléments de contexte, mais ce qu'on peut dire très vite, c'est qu'il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, 65% des déplacements du quotidien se font sur moins de 5 km, tout type de territoire confondu. On ne parle pas seulement de la ville, je tiens à insister là-dessus, mais nos déplacements du quotidien se font à moins de 5 km. Donc ça, et j'allais dire, c'est à portée de vélo, tout ça. Ça nous permet la transition, sachant qu'aujourd'hui, quand même, ces déplacements se font encore très, très majoritairement en voiture et en voiture seule. Dans les éléments de contexte, il faut rappeler, en fait, tous les éléments que je vais vous apporter pour vous dire que peut-être on est dans un contexte aujourd'hui qui est favorable au développement du vélo et de ces vélo-écoles inclusives. Dans les éléments de contexte, toujours, la loi d'orientation des mobilités qui a été promulguée fin de l'année 2019, je crois, nous offre un vecteur, un levier de développement de ce type de solution. Cette loi d'orientation des mobilités, sans trop rentrer dans le détail, elle a vocation à favoriser le développement de nouvelles solutions de mobilité, et notamment ce qu'on appelle les mobilités actives. Les mobilités actives, c'est se déplacer à pied. Beaucoup de monde se déplace à pied. C'est le premier moyen de déplacement aujourd'hui.
et se déplacer à vélo. On va voir pourquoi. Cette loi d'orientation des mobilités, on peut la mettre en lien avec ce qu'on a appelé le plan vélo. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure sur la question du système vélo, avec une volonté forte de l'État de développer le vélo, l'usage du vélo sur les territoires. Et cette loi d'orientation des mobilités de 2019, toujours, elle prévoit des plans d'action mobilité solidaire à l'échelle des départements sur lesquels on va pouvoir, au travers lesquels, on va pouvoir travailler sur des solutions qui visent à favoriser la mobilité des publics les plus en difficulté. Et bien sûr, cette question des vélos-écoles inclusifs s'inscrit bien dans des réponses possibles. Toujours dans ce contexte favorable, à mon sens, on a aujourd'hui la volonté de créer ce qu'on appelle des systèmes vélos. Système vélo, parce qu'on sait très bien que si on veut favoriser la pratique et l'usage du vélo, il va falloir que les territoires s'emparent d'un certain nombre de questions pour que ça fonctionne finalement, pour qu'on voit se développer le système vélo dans les territoires. Il va falloir qu'on ait de plus en plus de réseaux cyclables continus. Il faudra bien sûr des vélos fiables, des services, du stationnement, des réparations, des règles adaptées. On voit bien que partager la route aujourd'hui, ça ne va pas de soi entre les voitures et les vélos, ce n'est pas toujours spontané et qu'il faut continuer d'avancer là-dessus. Il faudra beaucoup de communication, et puis ensuite, il faut de la formation. Parce que là aussi, changer de pratique, passer au vélo ou passer de sa voiture au vélo, ça ne va pas de soi. Et parfois, on a une part importante de la population qui a des craintes, qui a des réticences, des peurs légitimes à passer au vélo. Et donc la formation, et c'est ce dont on va parler cet après-midi, notamment au travers de ces vélos-écoles, ça va permettre peut-être à un certain nombre de personnes de passer le pas, de passer au vélo. En tout cas, pour terminer sur cette question des systèmes vélos, je vous renvoie à des documents très intéressants produits par l'ADEME, qui s'appellent notamment, que vous trouverez en ligne sur le site de l'ADEME, qui s'appelait « Développer le système vélo dans les territoires », où on voit très bien tous les enjeux et tous les leviers qu'on peut utiliser, que peuvent utiliser les territoires, les collectivités, pour favoriser le développement du vélo. Et dans le cadre des programmes à vélo, on a quand même beaucoup de territoires qui s'intéressent à ça aujourd'hui, parce que le vélo, sans doute, est devenu beaucoup plus désirable finalement qu'avant. Et sans doute que la crise du Covid n'y est pas pour rien, on l'a vu. Voilà un petit peu dans les éléments de contexte, les éléments de contexte un peu généraux. Si je reviens à notre réseau Mobine, Justine l'a précisé, en fait, on travaille, nous, pour favoriser la mobilité des publics les plus empêchés, les plus précaires. On travaille sur 2 axes. Nos adhérents, on développe des solutions sur 2 axes. Sur l'axe qu'on appelle le pouvoir bouger. En fait, toutes les solutions qu'on va pouvoir mettre en place pour lever les freins matériels, financiers, pour se déplacer. Eh bien, ça va être de la location de voitures, de scooters, de vélos, bien sûr, mais aussi des solutions de transport à la demande, de transport d'utilité sociale. Voilà tout ce qu'une bonne partie de nos adhérents vont développer sur les territoires pour favoriser le pouvoir bouger des publics qu'ils accompagnent. Et puis, on a le deuxième aspect, parce que la mobilité, ça s'apprend. Et en fait, il y a tout l'aspect de ce qu'on appelle, nous, le savoir bouger, c'est-à-dire d'accompagner les personnes pour qu'elles développent des compétences, des capacités à bouger sur leur territoire, à mieux s'emparer, à mieux connaître leur environnement, à mieux utiliser les ressources mobilité de leur territoire, et puis à développer des compétences qui sont liées à tel ou tel mode de déplacement. Et on est, dans le cadre de ces vélos-écoles inclusives, on est assez clairement, bien sûr, dans le cadre du savoir bouger pour notre réseau. La mobilité, nous, on défend beaucoup ça, et surtout les changements de pratique, puisque c'est bien au cœur de la question des vélos-écoles. L'accompagnement au changement de pratique, le savoir bouger, ça s'apprend, voilà, tout simplement. Alors, pour s'approcher un petit peu plus de notre sujet, du cœur de notre sujet, que sont les vélos-écoles inclusives, je voulais simplement ici identifier un certain nombre d'enjeux qui me semblent importants aujourd'hui. D'abord, pour les bénéficiaires eux-mêmes.
les personnes qui sont en difficulté, en précarité, en insertion, en situation de handicap, etc., qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, etc. Quels peuvent être les enjeux liés à l'existence même d'une vélo-école sur le territoire? De manière assez logique, un des premiers arguments, si je puis dire, c'est utiliser un mode de déplacement peu coûteux pour aller au travail, en formation, ou avoir accès tout simplement aux services de son territoire. Ça me semble être l'utilité la plus immédiate pour la plupart des personnes qu'on accueille. Donc, c'est une motivation assez évidente pour les personnes qu'on accompagne. Tout ce que je vous dis là, ça sera assez largement illustré au travers les retours d'expérience de nos 3 vélo-écoles, un petit peu plus tard dans le webinaire. Évidemment, également dans les enjeux, on va avoir quelque chose qui n'est pas négligeable, qu'une motivation importante, l'accès à un nouveau loisir. Le vélo, l'enjeu, ça dépasse largement le fait de se déplacer. C'est aussi un loisir, il faut le dire. Et pour des publics qui peuvent être en situation de difficulté parfois, accéder à la question du vélo, on le voit au quotidien dans les vélo-écoles. Accéder au vélo, c'est aussi le moyen d'accéder à un loisir. C'est un moyen de faire du vélo avec ses enfants, avec sa famille. Et c'est une motivation très forte, souvent, pour la participation aux vélo-écoles que nous développons. Il y a également un enjeu, sans aucun doute, un enjeu de santé, on pourrait dire, autour de la question de la pratique du vélo. C'est assez évident quand on voit aujourd'hui les enjeux liés à la sédentarité, liés à des questions à l'obésité qui se développe dans tous les pays européens. On voit bien qu'on sait que, par exemple, pratiquer 30 minutes de vélo aujourd'hui par jour, ça réduit de moitié à peu près les risques d'AVC, par exemple. C'est ce que nous disent les statistiques là-dessus. Donc, on voit qu'il y a des enjeux de santé assez évidents et de plus en plus de vélo-écoles vont pouvoir travailler dans le cadre de politiques de santé, finalement, des territoires. Et évidemment, pour les personnes, c'est très important. Faire du vélo, c'est aussi développer des compétences sociales, apprendre à faire du vélo pour ce public. Ça veut dire savoir mieux se situer sur la voie publique, développer des compétences sociales, mieux communiquer. Voilà, être capable de se projeter, de dépasser un petit peu son territoire de déplacement habituel. Donc, ce sont des choses très importantes. Ce qu'on peut noter aussi, toujours pour les bénéficiaires, c'est que travailler, apprendre, développer des compétences dans le cadre d'une vélo-école, si on ne se met pas uniquement dans la perspective de pratiquer le vélo, c'est aussi l'occasion de mieux maîtriser les règles de sécurité routière et de préparer la conduite de quelque véhicule que ce soit. Au sein de notre réseau, en fait, on est un réseau où on a encore, on l'a dit en introduction, pas mal d'auto-écoles et d'auto-écoles sociales. On accompagne encore beaucoup de monde sur la question du permis de conduire. Il ne s'agit pas de faire une exclusive sur le vélo, mais parce que la voiture et le permis restent indispensables pour beaucoup de monde. Mais l'apprentissage, en fait, qu'on va développer au travers de ces vélo-écoles, ça va permettre, et on aura le témoignage notamment de Séverine Vigourou sur cet aspect-là, va permettre de développer des compétences, des connaissances liées à la sécurité routière et à la conduite. Là aussi, pour terminer rapidement sur ces avantages pour les bénéficiaires, eh bien, le fait d'apprendre ou de se rassurer par rapport à la pratique du vélo, ça va permettre de développer ses compétences mobilité. En fait, une bonne part du public qu'on accompagne dans notre réseau, au travers de notre réseau mobile, va rencontrer des difficultés de mobilité, c'est-à-dire qu'il connaît mal son territoire, son environnement. Un sociologue qui travaille là-dessus, avec qui on travaille depuis des années, dit les personnes sont un peu enfermées sur leur territoire. Il les qualifie parfois d'insulaires, c'est-à-dire qu'ils ont des réticences à dépasser leur territoire de déplacement habituel. Donc, au travers le vélo, l'apprentissage du vélo, eh bien, on va aller découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux territoires, de nouvelles zones d'activité, d'emploi, etc. Et ça va être l'occasion, au travers ces vélo-écoles, de le faire. Et puis, pour les bénéficiaires, il y a, semble-t-il, un enjeu particulier à utiliser des nouveaux engins, on peut le dire. Les vélos à assistance électrique, les trottinettes électriques, on voit se développer ces vecteurs-là. Et effectivement, ces outils
sans doute ces nouveaux outils, parfois, là où il y a de la réticence pour certaines, de la difficulté, la partie électrique aide va faciliter le passage au vélo et donc à ce type d'usage. Voilà un petit peu les grands enjeux qu'on peut identifier pour les, pour les bénéficiaires, disons. Ensuite, si je me place du point de vue des acteurs de la mobilité solidaire, c'est assez complémentaire avec ce que je viens de dire avant. Sous le terme acteurs de la mobilité solidaire, je désigne bien sûr tous ceux qui font partie de nos réseaux Mobine, FUB et autres, mais aussi tous les acteurs, toutes les collectivités aujourd'hui qui viennent sur ce champ de la mobilité solidaire, qui développent des solutions de plus en plus pour favoriser la mobilité des personnes, notamment les plus empêchées. Et bien pour ces acteurs de la mobilité solidaire, développer ou mettre en place une vélo-école inclusive, d'abord, c'est un outil complémentaire. J'ai essayé de le démontrer avant pour les bénéficiaires dans le cadre de ce qu'on appelle le savoir bouger. C'est un outil complémentaire aux auto-écoles sociales, on l'a déjà dit. C'est aussi, on le verra tout à l'heure, notamment au travers le retour, l'intervention d'Arthur, une ouverture à l'éducation à la mobilité, donc plus les publics enfants et jeunes. Ces outils-là, on parle un peu plus aujourd'hui des vélos-écoles en direction des adultes, mais évidemment, on va voir qu'il y a tout un intérêt à travailler dans une logique de préparation de l'avenir et de prévention finalement avec les plus jeunes dans le cadre de l'éducation à la mobilité. On verra aussi, notamment au travers le retour d'expérience de Laure en Bretagne, qu'il y a des possibilités de travail avec les entreprises sur cette question des vélos-écoles et de l'usage du vélo dans un cadre professionnel. On aura un retour là-dessus. Elle nous dira un petit peu ce qu'on peut mettre en place et en quoi travailler avec ces entreprises, ça répond à un double enjeu d'utilisation du vélo, bien sûr, mais aussi d'insertion professionnelle. Et puis, pour les acteurs de la mobilité solidaire, on l'a vu, on a les territoires, les collectivités développent des solutions multiples dans le cadre d'un système vélo. J'en ai parlé un petit peu en introduction. Et là aussi, c'est intéressant finalement que ces vélos-écoles inclusives, elles s'intègrent à ce système vélo. Et enfin, dès lors où on est acteur de la mobilité solidaire, on peut aussi développer d'autres services à côté de la vélo-école, qui peuvent être des ateliers de réparation, de location, des chantiers d'insertion, qui beaucoup aujourd'hui se développent autour de ces questions liées au vélo pour, là aussi, proposer de nouvelles solutions sur les territoires. Voilà un petit peu quels me semblent être les principaux enjeux en guise d'introduction finalement de ce webinaire. Finalement, les bonnes raisons, le contexte et finalement ce que seraient un peu les bonnes raisons de mettre en place et de développer une vélo-école inclusive sur vos territoires. Voilà, j'en ai terminé de cette présentation. Je vais laisser la main à Arthur de la FUB, qui va nous parler du réseau des vélo-écoles de la FUB notamment. Merci Pascal. Donc effectivement, ma présentation, elle va avoir pour objectif de vous présenter le réseau des vélos-écoles dans sa globalité et ce qui est fait dans le cadre de ce réseau pour que les vélos-écoles se développent au mieux. Donc effectivement, la structuration de ma présentation qui est sur la slide juste ici vous permet de voir que je vais d'abord définir ce que c'est qu'une vélo-école, vous montrer un petit peu comment le réseau s'est développé ces dernières années, et évidemment quels publics sont ciblés par les vélo-écoles, même si il y a une très grande variété de publics. Je vous montrerai quand même un certain nombre de statistiques à leur sujet. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer dans quelle mesure on a une montée en compétences du réseau à travers différents outils qui sont mis en place au niveau de la FUB. Et enfin, dans un dernier temps, je vous montrerai comment les vélo-écoles peuvent se financer. Là-dessus, Pascal interviendra également sur les financements plus en lien avec la mobilité inclusive. Et enfin, je vous montrerai comment le réseau se structure lui-même également dans un travail de coordination et de mutualisation des connaissances pour créer des outils qui peuvent être utiles à toutes les vélo-écoles du réseau. Donc, en ce qui concerne la définition d'une vélo-école, c'est donc une structure très souvent associative. Nous, on a
une très très large majorité d'associations dans notre structure. On a quelques coopératives et quelques autres types de structures, mais c'est principalement associatif, qui permet à des publics d'apprendre à faire du vélo. Globalement, c'est une auto-école pour les vélos, quoi. On peut gagner en autonomie dans le cadre de ces déplacements grâce à cette vélo-école et acquérir du coup ce fameux accès à une mobilité à vélo qui est économique, pratique et accessible à tous, silencieux, écologique et bon pour la santé. Tous ces avantages qui sont résumés en une seule phrase, ils sont largement en écho avec les problématiques que Pascal a pu annoncer juste avant. Et effectivement, tout le travail de la vélo-école, ça va être ça, ça va être de développer un certain nombre de compétences pour les publics. Et en fait, ils vont acquérir des bénéfices dans plein de domaines différents, ce qui fait de la vélo-école, comment dirais-je, un organe extrêmement riche dans la société. Sur la prochaine slide, on peut voir que le réseau aujourd'hui en France, dans le cadre du réseau de la FUB, il se structure relativement bien. On est présent sur la quasi-totalité des départements et on a une prédominance évidemment dans les grandes villes. Comme beaucoup de choses qui se développent en France, on a effectivement un axe, enfin, on se développe plus rapidement dans les villes où la densité de population est importante. Néanmoins, on constate quand même qu'on a des présences de vélo-écoles dans bon nombre de communes en France. Et c'est pas forcément des communes avec des populations extrêmement importantes, ce qui fait qu'on a quand même un maillage qui est vraiment très intéressant. Sur la slide d'après, vous allez pouvoir constater que depuis 2015, on assiste quand même à un sacré boom du nombre de vélo-écoles en France. Effectivement, le boom lié au Covid et à ce genre de choses qui a pu avoir lieu en 2019-2020 ne correspond pas forcément au boom qu'on a vu nous au niveau des vélo-écoles, puisque voilà, depuis 2015, on a vraiment une accélération très forte. On a vraiment une bascule, un coup dans cette année-là, et on n'a pas du tout perdu la vitesse depuis lors. Et donc, on est clairement sur une dynamique qui est maintenant longue et durable, et qui est de très bon augure, effectivement, pour ce que va être le service vélo-école à l'avenir. Et ça se traduit également par une volonté du réseau de se professionnaliser et de monter en compétences pour faire de la mobilité à vélo un métier, au travers le métier d'éducateur mobilité à vélo. Et vous allez entendre plusieurs de ces éducateurs à la suite de mon intervention. Par contre, je ne voudrais pas faire croire que la seule montée en compétences est la seule voie unique est possible. Le réseau de la FUB, c'est surtout une extrême variété de structures qui ont tous des volontés qui sont très diverses. On peut très bien avoir la petite association qui est bénévole et qui fait des cours de vélo-école le samedi matin entre 10h et midi et qui est animée par des bénévoles qui sont autrement actifs dans un autre emploi. Et on peut très bien avoir des vélo-écoles qui cherchent à monter en compétences, à se professionnaliser, à salarier des personnes, à les former au travers de diplômes qui permettent de les faire monter en compétences. Mais la FUB a principalement pour vocation à faire travailler toutes ces personnes ensemble. Elle ne va jamais être elle ne va jamais donner des objectifs à telle ou telle structure. Elle va toujours respecter la volonté de chaque association de suivre les objectifs qu'elle se fixe elle-même. On aura plutôt, et vous le verrez en fin de présentation, une fonction de support qui a pour ambition de proposer un certain nombre d'outils pour effectivement faire évoluer les pratiques et pour que tout le monde puisse au mieux atteindre ses propres objectifs. Sur la slide suivante, je vais vous parler plus précisément des publics des vélo-écoles. On a un gros volet statistique qui concerne ceci, puisqu'il est toujours important de savoir
qui sont les bénéficiaires d'un service qu'on propose. Et l'ensemble des slides de la 1 à la 5 proviennent statistiquement d'une enquête qu'on réalise chaque année, qui est le questionnaire annuel des vélos-écoles, qui est envoyé soit en décembre, soit en janvier. Donc là, les résultats que vous avez aujourd'hui concernent les résultats qu'on a eus à fin 2021, fin 2020, pardon. Et les nouveaux résultats seront publiés en mars-avril 2022. Le questionnaire vient d'être envoyé là à l'ensemble du réseau des vélos-écoles. Pour revenir sur les publics apprenants, ce qu'on constate dans les motivations de ces publics, c'est que c'est principalement, effectivement, et Pascal le disait très justement, qu'il y a beaucoup de motivations qui sont liées au loisir, à l'autonomie et à la mobilité. On a un certain nombre de bénéficiaires du service de vélo-école qui simplement ont la nécessité, enfin, ont la volonté d'apprendre pour pouvoir accompagner ces enfants le week-end en sortie vélo. On a souvent eu des témoignages de mères ou de pères qui étaient très frustrés de ne pas pouvoir accompagner le reste de la famille en balade parce qu'il manquait cette compétence de maîtrise de vélo. Et donc effectivement, il n'y a pas seulement une vision utilitaire du vélo, comme c'est souvent le cas effectivement à la FUB, il y a aussi toute une démarche de loisirs. Et quand on pose les questions aux vélo-écoles, elles nous disent que les motivations des apprenants, elles sont de se déplacer, de faire des balades et d'utiliser le vélo dans le cadre du loisir, majoritairement. Après, on a tout un tas de bénéfices indirects qui sont liés à la santé, aux économies réalisées, puisque effectivement, c'est quand même un moyen de transport qui est largement plus économique que d'autres, notamment la voiture. Et c'est vrai que ces bénéfices indirects sont souvent sous-estimés. On a assez, enfin, globalement, c'est, comment dirais-je, les motivations des apprenants vont pas forcément être ressenties quand on n'a pas un problème. Typiquement, les problèmes de santé, quand ils sont pas là, on remarque pas qu'ils sont pas là. Donc effectivement, des difficultés qui pourraient venir d'une pratique très très limitée du vélo, eh ben, là, en l'occurrence, enfin, comment dire? C'est vraiment un sujet essentiel parce que voilà, ces bénéfices indirects sont souvent cachés et donc il est tout à fait intéressant de montrer effectivement, que qu'ils sont quand même là. Je passe sur la slide suivante pour vous parler du coup, en ce qui concerne les publics apprenants, de leurs freins et des obstacles qu'ils ont à se lancer effectivement dans un apprentissage. Donc on constate chez les primo-apprenants que c'est effectivement l'incapacité à faire du vélo, c'est le manque de compétences en la matière qui est le premier frein. Et il y a toujours une impression de dangerosité également qui arrive. Et donc ça, effectivement, c'est des freins qui ne peuvent être que levés en se mettant, en passant dans une vélo-école, en faisant des premières séances, en pouvant regagner la confiance. Ce qu'on constate, et vous le verrez par la suite, c'est que la majorité des publics sont des adultes. Nos vélo-écoles, elles accueillent des publics adultes pour 80% d'entre elles. Et les adultes, contrairement aux enfants, ont des grosses difficultés à dépasser leur peur, puisqu'il y a une peur souvent qui s'est installée tout au long de la vie, suivant notamment des fois des traumatismes de chute à vélo qui ont été particulièrement douloureuses, alors que des enfants vont être beaucoup plus ouverts à l'apprentissage du vélo, vont beaucoup mieux accepter des chutes et des difficultés, puisque les freins n'ont pas réussi à s'installer durablement chez ces personnes. Donc effectivement, sur cette slide, j'en profite pour faire le distinguo entre deux types de publics qui arrivent dans les vélo-écoles. Vous avez donc les primo-apprenants, qui ne savent absolument pas faire de vélo, qui ont besoin d'apprendre de A à Z. Et vous avez tout ce qu'on appelle le public en remise en selle, qui nécessite simplement une remise en confiance également, qui a pu faire du vélo dans sa jeunesse, qui a lâché cet outil à partir d'un certain moment parce qu'il considérait que c'était plus utile pour lui, et qui, effectivement, par la suite, peut revenir au vélo
et redécouvrir d'une certaine façon tous les bénéfices que ça peut apporter. On peut passer sur la slide d'après, qui concerne donc les types de publics dans nos vélo-écoles. Donc je vous le disais, c'est majoritairement des adultes, puisque 83% précisément des vélo-écoles indiquent qu'ils accueillent des publics adultes, quand on n'en a que 48 pardon, 48% qui accueillent des enfants en milieu scolaire. Et 42 pour les enfants hors milieu scolaire. Donc on comprend bien ici que historiquement, les vélo-écoles qui existent depuis maintenant une vingtaine d'années sont tournés vers les adultes en priorité. Et que c'est en ce sens une réelle solution, un réel service pour la mobilité du quotidien pour un très très grand nombre de personnes. On ne parle pas que des enfants, on ne parle pas que de la mobilité des enfants, on parle de la mobilité d'adultes qui ont effectivement un choix, un panel de solutions qui est très large. Et effectivement, l'objectif des vélo-écoles, c'est aussi de montrer au public qui viennent chez eux tout le panel des mobilités qui existent, et principalement effectivement celui du vélo, la solution de mobilité vélo qui comprend un bon nombre de bénéfices. Donc voilà, à bien cerner qu'historiquement, on parle plutôt d'adultes dans les vélo-écoles du réseau de la FUB. On peut passer sur la slide d'après, qui nous permet de voir, en confirmation de la slide précédente, que les publics les plus présents sont ceux de la tranche 30-50 ans, et que d'autre part, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 8 apprenants sur 10 qui sont des femmes. Alors ça, c'est une statistique qui est immuable, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, on reste globalement toujours sur cette statistique-là, qui dit beaucoup de choses. Il y a des raccourcis qu'il ne faut pas forcément prendre non plus sur cette statistique, mais globalement, effectivement, le fait de savoir qu'on s'adresse principalement à des femmes qui sont actives entre 30 et 50 ans et qui veulent se remettre au vélo, ça dit quand même beaucoup de choses sur les bénéfices que ça peut apporter. Typiquement, une mère de famille qui va se mettre au vélo, qui va acquérir des compétences pour se déplacer ainsi et qui va pouvoir changer drastiquement son quotidien dans le cadre de ses mobilités, ça a un impact qui est vraiment très fort sur sa vie. Enfin, Pascal parlait de la zone dans laquelle on circule et qu'on connaît. Il parlait des insulaires qui ne quittent pas un département, voire un quartier. Le vélo est un vecteur, effectivement, pour aller au-delà de certaines frontières qu'on s'est imposées à soi-même. Et c'est en ça que les vélos-écoles ont un intérêt tout particulier. On peut passer sur la slide suivante, puisqu'on en a fini effectivement de notre première partie sur la présentation générale de ce que c'est qu'une vélo-école. Et je vais pouvoir, dans un deuxième temps, enfin non, on termine juste sur les publics effectivement des vélo-écoles, pour vous dire que il y a également toute une variété de publics qui est accueillie dans les vélo-écoles. On a tout un nombre de vélo-écoles, encore une fois dans le cadre du questionnaire annuel, qui répondent à la question de savoir s'ils accueillent des publics en situation de handicap. Vous avez toute cette liste qui n'est pas exhaustive, mais qui vous montre déjà qu'un bon nombre de vélo-écoles accueillent ce type de public. Et tout l'objectif, effectivement, de la FUB, c'est d'augmenter encore les possibilités d'accueil de, de publics divers. On voit à droite, par exemple, une publication sur les réseaux sociaux, sur Facebook, de la vélo-école Tant d'Amis, qui accueille des personnes en situation de déficience visuelle et donc met à disposition un certain nombre de tandems pour que ces personnes puissent pratiquer le vélo. On a également l'exemple de Camille Péchou et de Thomas Rosset qui, dans le cadre de leur entreprise Praxi Design, propose un certain nombre de solutions pour accueillir des personnes en situation de handicap, dans la mesure où ils développent des modèles de vélos qui sont adaptés à chaque handicap.
Et ça, ce sont des éléments qui me permettent de faire un peu un lien avec ce qu'on proposera dans le cadre du réseau de la FUB, avec un webinaire qui sera dédié à cette question de l'accueil des personnes en situation de handicap. Et on essaiera, autant que faire se peut, de traiter l'ensemble des handicaps qui existent et de voir effectivement comment on peut s'adapter à ça dans le cadre de l'accueil de ces publics. Donc on peut passer sur la deuxième partie qui concerne la montée en compétences du réseau. Puisqu'effectivement, on a un certain nombre de choses qui sont proposées par la FUB pour que le réseau puisse se développer, trouver des marchés, monter en compétences également. Et donc, en ce qui concerne cette montée en compétences, on porte 2 formations principales. La première, qui est celle du brevet IMV pour initiateur mobilité à vélo. C'est une formation qui est d'une durée de 24 heures, qui se passe en général sur 3 à 4 jours. Elle permet en fait d'acquérir un certain nombre de connaissances et d'avoir une certaine polyvalence sur tout ce qui concerne effectivement l'apprentissage de la mobilité à vélo. Donc typiquement, on va former des bénévoles d'associations FUB, par exemple, qui vont pouvoir par la suite mettre en pratique les connaissances qu'ils ont pu avoir lors de ces formations. Alors, ce n'est pas seulement les bénévoles de la FUB, ça peut aussi être des éducateurs sur des accueils collectifs de mineurs, ça peut être des personnes de collectivités qui veulent développer leurs connaissances sur l'apprentissage de la mobilité à vélo. C'est vraiment ouvert à toute personne souhaitant suivre la formation. C'est un tarif effectivement qui est entre 300 et 450 € et qui est donc vraiment une première étape, un premier jalon pour entrer dans ce monde de l'apprentissage de la mobilité à vélo qui, traite d'items, tout aussi divers que l'accueil de différents publics, savoir comment l'engin vélo fonctionne, comment est-ce qu'on maîtrise cet engin, donc comment est-ce qu'on est capable de le conduire, de maîtriser sa vitesse. Il y a aussi des éléments de sécurité, de réglementation, de code de la route, savoir comment on prépare un itinéraire, savoir comment on se déplace, et également connaître les acteurs de la mobilité à vélo, bien évidemment. Donc ce brevet IMV, il est porté par 4 structures qui sont toutes présentes dans l'instance de coordination de l'apprentissage de la mobilité à vélo, l'ICAMV. Donc ces quatre partenaires, ce sont les MCF, Moniteurs cyclistes français, la Fédération française de vélo, le CVTC ainsi que la FUB. Donc effectivement, ces 4 structures reconnaissent ce brevet IMV, ont contribué à l'élaboration de son référentiel pédagogique que vous pouvez retrouver sur le site de la FUB. Et ces formations, elles peuvent se faire avec des formateurs, donc notamment des formateurs qui font partie du pôle formateur de la FUB, mais également des formateurs dans les assos locales qui peuvent porter directement localement ces formations. Donc si des collectivités sont intéressées par ces formations IMV, il est tout à fait possible de leur proposer une formation, moyennant effectivement la mobilisation de formateurs du pôle. Et de fait, on peut effectivement amener la question de l'apprentissage de la mobilité à vélo auprès d'un maximum de personnes. Le deuxième diplôme qui est souvent mis en avant dans le réseau de la FUB, c'est celui du CQP-EMV pour certificat de qualification professionnelle éducateur mobilité à vélo. Donc celui-ci est clairement à placer au-dessus de l'IMV. C'est un CQP qui se fait sur 150 heures grosso modo et qui permet effectivement de faire de l'éducation à la mobilité à vélo son métier. On est sur un CQP qui est aux alentours de 1 850 € et qui est proposé, qui est toujours sous l'égide de cette instance de la coordination de l'apprentissage de la mobilité à vélo et qui est proposé par 2 principales structures actuellement. Vous avez l'Institut de formation de Voiron qui propose des formations directement en Isère, en région parisienne ainsi que à Mulhouse. Et vous avez un deuxième organisme de formation qui les propose, à savoir la Maison du vélo de Toulouse, qui le propose pour le moment en local à Toulouse. Voilà.
Je vois qu'il y a plein de questions, mais je pense qu'on les prendra à la fin. Et on peut effectivement passer du coup à la slide suivante, qui concerne, dans cette montée en compétences, les différents programmes C2E qui sont proposés par la FUB, et en fort lien avec les vélos-écoles. Donc aujourd'hui, il y en a 2 hein, qui sont en lien avec les activités de vélo-école principalement. Vous avez enfin et donc là, je parle des C2E actifs, aujourd'hui. Vous avez OEPV dans un premier temps, qui est Objectif Employeur Pro Vélo, qui permet, à des employeurs privés et publics de, développer des solutions de mobilité pour ses employés, en lien avec le vélo. Donc c'est un accompagnement, l'objectif est d'accompagner 4 500 employeurs dans le développement d'une vraie culture vélo. Donc ça, c'est très en lien avec, l'utilisation du vélo utilitaire pour aller au travail, le vélo taf, mais ça concerne également le stationnement, les cours de vélo, ainsi que tout un processus de labellisation qui permettra aux employeurs d'être valorisés dans les actions qu'ils mènent pour apporter la solution vélo auprès de leurs employés. Et le deuxième programme C2E qui est porté par la FUB et qui permet aux vélo-écoles d'agir directement sur des actions, c'est le programme C2E Génération Vélo, qui va être un véritable catalyseur du dispositif du savoir rouler à vélo qui, lui, existe depuis 2019. Et Génération Vélo va financer un certain nombre d'actions dans le cadre de ce dispositif du SRAV. Les actions financées seront la formation de formateurs, prise en charge à 100%, les interventions auprès des enfants, donc effectivement la rémunération d'intervenants dans les écoles et en péri et en extrascolaire. Donc là, on est sur une prise en charge à 50%. Et enfin, des réunions de cadrage qui permettront de mobiliser l'ensemble des acteurs qui sont autour de cette question du savoir rouler à vélo. Donc ça peut être autant les écoles que les collectivités, que les mairies, que les intervenants, que les bénéficiaires, donc les enfants. Euh, voilà, tous ces acteurs doivent être mis en relation et les réunions de cadrage permettront aussi de se mettre en relation avec les services départementaux jeunesse, engagement et sport qui coordonnent le déploiement dans les différents départements de France. On peut passer à la slide suivante, puisque là on a terminé donc sur la partie ce que la FUB met en œuvre en interne pour proposer des solutions. Après, il y a aussi tout l'aspect dans cette troisième partie qui concerne la mise en réseau, la coopération entre vélo-écoles au sein du réseau et effectivement les outils qui peuvent être développés pour que les vélo-écoles aient un certain nombre de ressources qui leur permettent de développer entre elles effectivement des savoirs. Donc là, on est plus sur le rôle que peut avoir le rôle de support dans cette ambition-là de la FUB. Donc on va avoir un accompagnement et un conseil pour les nouveaux projets de vélo-école. Donc là, on a simplement des entretiens qui peuvent être menés avec des nouvelles structures qui veulent se créer et on peut leur donner tout un tas d'astuces et de conseils pour bien se développer correctement. Évidemment, leur faire un lien vers le guide méthodologique Gérer et animer une vélo-école, qui a été réalisé encore une fois en concertation avec des bénévoles du réseau de la FUB. On a également, en termes de support, la possibilité de donner un agrément éducation nationale à certaines vélo-écoles qui veulent se développer sur le savoir rouler à vélo. Donc, il faut en faire la demande lors du questionnaire annuel et c'est un agrément qui est renouvelé une fois tous les 5 ans. Et là, cette année, c'était le cas. On est donc en cours de renouvellement. Après, on a donc effectivement des ressources. Je parlais du guide méthodologique géré et admin vélo école. Vous avez également un autre guide qui a été mis en place il y a 1 an et demi de ça, sur le savoir rouler à vélo et plus précisément sur le bloc 3 du savoir rouler à vélo. On a également des webinaires, donc tout un cycle l'an dernier qui a été mis en place sur l'apprentissage de la mobilité pour les enfants, avec 2 webinaires à retrouver sur notre site qui parlaient d'un côté des expérimentations européennes en la matière, souvent effectivement plus avancées qu'en France, et d'autre part un webinaire qui portait sur le savoir rouler à vélo en particulier, avec des retours d'expérience de vélo-école du réseau de la FUB qui agissent dans le cadre de ce dispositif.
D'autre part, en termes de support, il y a aussi tout un tas d'outils de communication qui existent, un groupe Facebook, une mailing list, une chaîne YouTube pour tout ce qui concerne les vidéos et une page de ressources pédagogiques en format numérique. Donc ça, c'est des choses qui ont pu être faites facilement avec l'aide de l'ensemble des vélos-écoles. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans le cadre du réseau, c'est de continuer à travailler comme ça en collaboration avec toutes les vélos-écoles qui, effectivement, sur le terrain, ont énormément de connaissances et peuvent développer énormément de choses. Pour les financements, je serai assez bref puisque c'est Pascal qui a une connaissance assez importante des financements liés à la mobilité inclusive. Mais pour vous résumer, effectivement, ces statistiques-là que vous avez sous les yeux sont issues de ce fameux questionnaire des vélos-écoles. Et en principale conclusion, on peut dire que les collectivités sont les principaux financeurs des vélos-écoles, donc les mairies, les agglomérations, le département et la région, et que les fonds liés à la sécurité routière, au développement des assos et aux entreprises et écoles est également relativement important. Et enfin que actuellement, on est en train de travailler avec un sous-groupe de travail effectivement à la création d'un guide de financement qui permettra aux nouvelles vélo-écoles et aux actuelles qui existent déjà depuis quelques années, d'avoir encore plus de ressources pour trouver des financements et pouvoir se développer vers voilà, plus d'actions. Et je laisse la parole à Pascal, effectivement, sur le sujet des financements liés plus en détail à la mobilité inclusive. Alors, c'est moi qui reprends la main parce que Pascal a un petit souci technique en fait qui voilà, il n'ose plus toucher à rien de peur que tout se coupe. Donc, Ça marche. voilà, il ne peut pas reprendre la main, mais rapidement, pour compléter sur ce sujet des financements, donc au niveau des financements dans la mobilité inclusive, on sait que les financements sont assez variés et donc on va également pouvoir retrouver des financements par le FSE pour les vélos-écoles, par le fonds de l'insertion, également le plan pauvreté et les fonds de la formation professionnelle qui peuvent être mis à profit donc, dans le cadre des financements des vélos-écoles solidaires. Donc, voilà pour ce petit complément d'information. C'est parfait. Et il me reste quelques rapides slides que je vais Oui. essayer de faire. Il y aura quelques questions ensuite après pour toi, Arthur. Ça marche. Mais là, c'était la dernière, effectivement, pour vous redire effectivement que le groupe de travail au sein de la FUB est dynamique et qu'il permet de produire un certain nombre de ressources qui peuvent être par après mis à disposition de toutes les vélo-écoles. Et c'est bien ça tout l'intérêt, c'est que effectivement d'autres structures puissent se créer et que l'ensemble des vélo-écoles puissent bénéficier de l'ensemble des travaux. Et c'est aussi toute une partie de mon travail à l'animation du réseau. Et donc pour vous donner quelques exemples, on aura donc un guide des financements qui va être prochainement produit. On va également avoir des webinaires qui seront programmés sur l'ensemble de l'année avec l'accueil des personnes en situation de handicap, également les interventions dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, ainsi que des vidéos pédagogiques, notamment sur le savoir rouler à vélo, qui sont en cours de montage. Voilà. Merci beaucoup Arthur pour cette présentation. Donc j'enchaîne directement avec les questions qu'on a reçues parce qu'elles concernent principalement ton intervention. Je reprends dans l'ordre, hein, donc les premières questions. Alors on a Thomas Chevillard qui nous demande si concernant la formation, existe-t-il un lien avec la formation de moniteur auto-école? Non, pas vraiment. Non. Alors, il y a, enfin, comment dire, les équivalences, c'est peut-être les équivalences du coup qui sont évoquées dans cette question, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de possibilité de faire valoir des compétences en matière d'auto-école pour des formations en lien avec le vélo, me semble-t-il. Ok, merci. Alors ensuite, on a Clémentine Chanoni qui nous demande, alors, OEPV.
Il manque le V, je pense, en fait, vélo. Ouais. Voilà. Ouais, ça doit être ça. Donc, il manque le V, c'est pour ça. Et donc, elle nous demande si les collectivités sont éligibles en tant qu'employeurs ou ce ne sont que les entreprises privées. C'est tous les employeurs. OK, merci. Donc, les collectivités sont éligibles. Oui. Pour répondre, voilà. Le CQP est-il organisé dans toute la France? Alors, tu as répondu que non. Est-ce que tu peux rappeler peut-être les villes Oui. dans lesquelles le CQP est organisé? L'Institut de formation de Voiron dispense des sessions en Isère, en région parisienne et à Mulhouse. Donc la région parisienne, c'est Massy. Donc il y a trois lieux pour l'IFV de Voiron et la Maison du Vélo de Toulouse les propose à Toulouse. Et on a quelque chose en préparation en Bretagne, mais qui n'est pas encore actif par un troisième acteur. Okay. Et à moyen terme, ça pourrait devenir effectivement aussi une volonté de la FUB au sein de l'association FUB de mettre à disposition cette formation. Mais ça, ce sera seulement à moyen terme. Là, pour le moment, à court terme, pour la FUB, c'est la Maison du Vélo de Toulouse qui elle-même est organisme de formation qui le propose chez elle. Ok, merci pour ces précisions. Ensuite, on a deux questions de David Marzin. Est-ce que les formations IMV et EMV sont éligibles au plan de développement des compétences qui sont éligibles aux OPCO et au CPF? Alors, pour les CQP-EMV, je n'aurai pas la réponse puisqu'il faut rentrer en direct faut demander directement aux organismes de formation qui portent les CQP-EMV. En ce qui concerne la FUB, le brevet IMV est cette année passe sur le billard cette année pour être certifié Calliope. Et donc, on aura un audit le 17 mai qui nous permettra de déterminer si oui ou non on est certifié Calliope. Et la certification Calliope, pourquoi j'en parle? Parce que effectivement, c'est une certification qui permet par après de se faire beaucoup plus facilement financer ces formations, notamment au travers des OPCO. Voilà. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les formations qu'on propose avant la date du 17 mai, mais quand même en 2022, sont éligibles. Simplement, le processus sera un petit peu plus compliqué puisque il faudra faire un lien avec la FUB. Ça ne pourra pas se faire automatiquement puisque aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on n'est pas référencé Calliope. Donc, les bénéficiaires ne peuvent pas faire appel à un financement directement en faisant le processus classique et en allant chercher notre référencement d'OF pour demander la prise en charge. Il faut passer par de l'administratif un peu à la main, mais c'est faisable. Et à partir du 17 mai, si on est certifié Calliope, la formation au brevet IMV sera éligible à ce type de financement, de façon automatique et par le processus normal. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On connaît ça aussi chez Mobine. Une deuxième question de David. Quelle est l'obligation législative pour ouvrir une vélo-école et plus précisément, est-ce qu'il faut un agrément comme pour une auto-école? Alors non, c'est un peu plus léger que sur les auto-écoles. Une association qui est créée peut proposer un service de vélo-école. Après, il faudra effectivement une assurance qui soit correctement définie. Il faudra un certain nombre d'encadrants qui peuvent assurer les séances. Il est toujours évidemment plus judicieux de faire appel à des personnes qui ont déjà une expérience en la matière. Et pour plus de précision, moi je vous invite très fortement à consulter le guide méthodologique Gérer Admin Vélo École qui reprend depuis de très nombreuses années l'ensemble des éléments qui sont essentiels à la mise en place d'une vélo-école et qui est disponible sur le site de la FUB dans l'onglet Vélo-école, dans le sous-onglet ressources. Ok, alors on a encore trois questions pour avancer. On a une personne qui souhaite faire une formation IMV et elle demande s'il y a une formation prévue dans le Poitou-Charentes. Et moi, j'ai envie de dire de façon plus globale, où est-ce qu'on peut retrouver les différentes formations qui sont prévues? Ouais, alors comme on porte les formations IMV, effectivement, c'est nous qui gérons la communication et elles sont tous disponibles sur l'URL FUB
non, non, enfin bref, je vais vous transmettre l'URL, ce sera plus simple. Ouais, Tac. ok. Je peux le mettre dans le chat, du coup? Oui, tu pourras le mettre dans le chat, ouais. Je le fais à l'instant. Ouais. Donc là-dessus, vous allez pouvoir consulter toutes les formations IMV qui sont proposées. Il y en a un petit peu partout en France. Pour la Charente, le plus proche, ça devrait être Nantes, avec des formations qui sont prévues en fin d'année. Voilà. Ok. Donc là, aujourd'hui, on a une dizaine de formations qui sont proposées sur 2022, avec des premières formations qui débutent début mars, enfin fin mars, d'autres en début avril, et après on en a qui sont déjà prévues pour octobre-novembre, notamment à Nantes. Ok, merci. Et alors, il va falloir qu'on avance. Je suis désolée, je vais prendre encore deux questions, voilà, assez rapides. On a une question sur est-ce que le CQP peut-il être proposé en formation initiale et est-ce qu'il est ouvert aux mineurs? Non, il n'est pas ouvert aux mineurs. Ok. Et en formation initiale, ça dépend ce qu'on entend par formation initiale. Donc ça, je ne sais pas. Ok, alors je note la question, je note la personne, peut-être du coup revenir plus précisément vers toi pour cette question. Ah, je vois que Geneviève est en train d'écrire. Ah ok, ça doit être ça. Et en attendant, juste une autre question qui peut être intéressante, est-ce qu'il y a une pédagogie adaptée pour les personnes qui ont des difficultés avec le français? Oui, alors ça, Judith pourrait en parler, je pense. Elle a certaines expériences là-dedans. Et je pense que c'est aussi important de laisser la place à ceux qui sont sur le terrain et qui pratiquent tous les jours. Et ils ont beaucoup d'expérience à vous transmettre, je pense. Ça marche. Eh bien, parfait. Et ben, du coup, on va continuer. Merci beaucoup, Arthur, pour toutes ces réponses et pour cette présentation. Et donc, on passe au retour d'expérience et à la présentation donc, de Judith. Et moi, je réponds à Geneviève dans le chat. Voilà, exactement. Et tu mets le lien pour les formations portées par la FUB. Bonjour, j'ai la parole, j'imagine. Donc, oui. Merci Justine, merci Arthur. Alors, voici donc quelques phrases clés que je vais vous montrer très rapidement parce que le temps, ça avance très vite. Donc, je me présente donc Judith 1 de l'espace PAMA. PAMA, ça veut dire partage et mobilité active. Tout à l'heure, je vais expliquer un tout petit peu sur l'historique. Donc, en gros, on fait la vélo-école, on fait le marquage Bicicode, lutter contre le vol de vélo et l'atelier vélo d'autoréparation. Donc voilà, on se situe à Chalon-sur-Saône. C'est, moi, je l'appelle le cœur logistique de la France. Donc voilà, on va en parler après. Donc ça, je vais aller très rapidement. Donc juste pour dire que depuis 2007, je suis dans, et je dis beaucoup je, mais bien sûr, on le fait en tant qu'association, et donc c'est juste, le jeu, c'est beaucoup plus facile pour moi pour m'exprimer en français, donc voilà. J'ai commencé en 2007 avec donc une association FUB, et puis donc Chalon est donc une agglomération de moyenne taille, et puis on n'a pas une politique pro-vélo pour le moment. Et donc, bientôt, on va voir avec le baromètre des villes cyclables si on est monté ou pas. Donc ça va être la semaine prochaine qu'on va voir ça. Donc voilà, en 2012, on a créé donc la vélo-école. J'ai eu la chance d'avoir donc affaire avec Pôle emploi, et puis j'ai lancé une auto-entreprise juste parce que en fait la vélo-école, c'est vraiment du travail, donc chaque travail mérite salaire, etc. Donc c'était la forme la plus rapide pour pouvoir facturer et professionnaliser en fait l'activité. Alors en 2015, donc on parle des nouveaux métiers éducateur mobilité à vélo. Tout à l'heure, vous avez vu ce que c'est. Et puis, je suis devenue en fait prestataire de formation agréée pour pouvoir intervenir dans toute forme en fait d'entreprise. Voilà. Après, donc, nous avons, enfin, je suis fondatrice de l'espace PAMA.
Et puis, voilà, on a des services payants et on a aussi une partie animation gratuite et puis donc une sensibilisation. On fait aussi, on est solidaire par rapport à d'autres acteurs et puis donc voilà, on fait pas mal de choses en bénévole aussi. Donc, ce qui était très important pour l'espace PAMA, c'est qu'en fait, en 2016, on est rentré dans le dispositif de la politique de la ville et puis donc notre association a été représentée dans le conseil citoyen. Voilà, et donc ça nous a permis d'avoir accès à tous les acteurs du financement parce que notre vélo-école se trouve dans un quartier prioritaire. Donc voilà, et puis on a eu aussi donc une démarche avec les services civiques et puis on a accueilli en fait les stagiaires EMV. Donc voilà, on est plutôt assez pluriforme. Donc depuis 2020, on a une convention pluriannuelle dans le cadre politique de la ville et on propose environ 130 interventions par an. Et puis aujourd'hui, on a lancé donc le contrat aidé pour une personne qui est issue d'un quartier prioritaire. Donc voilà. On peut aller vers l'autre slide, s'il vous plaît. Donc, le nombre de participants en 2021, voilà, c'est autour de 900. Et puis, en 2019, c'était 2400. Donc, voilà, ça, c'est Covid. Et c'est aussi que j'ai eu juste un service civique au lieu de 2. Donc, voilà. Et puis là, donc, je voudrais parler un petit peu sur les structures qui ont bénéficié en fait de notre dispositif. Donc, on les a dans les quartiers prioritaires, mais aussi avec la ville, aussi avec l'agglo, avec le département, donc jusqu'à l'échelle nationale. Donc voilà. Vous aurez en fait les slides et puis sur les slides, en fait, tout ce qui est bleu, vous pouvez cliquer pour avoir plus d'informations et puis vous pouvez voir si vous avez des contacts dans votre territoire. Donc, avec le DAS, donc c'est le dispositif à l'aide spécialisée. Nous proposons un coach, c'est un jeune de 18 ans qui refuse en fait catégoriquement de prendre le bus. Donc, c'est quelqu'un avec un handicap et donc maintenant, il a dit « Ok, je veux essayer le vélo » et il sait faire du vélo. Donc là, on est dans une démarche, voilà, faire du vélo de façon en toute sécurité. Donc, on a juste commencé avec lui et donc voilà, lui, il est suivi par une éducatrice spécialisée et puis donc voilà. Ça suit son cours, donc on va vers de l'autonomie. Alors, on a eu aussi donc un coaching spécialisé pour quelqu'un qui est venu via le CCAS, donc via le département. Donc, c'est un dispositif donc avec la lutte contre la pauvreté. Et puis, donc, c'est une personne qui était vraiment... Enfin, elle était primo débutante, comme dit Arthur, et puis donc on l'a appris à faire du vélo, et puis après, voilà, on a travaillé sur le bien-être, sur la confiance en soi, et puis donc maintenant, voilà, elle a augmenté sa mobilité, elle est beaucoup plus dans l'autonomie. Donc voilà. Quelque chose aussi qui arrive, c'est que des gens, ils viennent à leur propre initiative chez nous. Donc là, j'ai un super exemple d'une personne. Elle a eu un accident, donc elle a un accident de voiture. Et donc les docteurs avaient dit, voilà, vous pouvez plus jamais marcher. Et en fait, donc par sa volonté, en fait, elle a retrouvé la force de pouvoir marcher. Elle est venue vers nous. Elle a avec un tricycle et donc elle a dit je veux tellement refaire du vélo, est-ce que vous voulez m'aider? Et donc voilà, on a en environ 10 fois, elle a retrouvé son équilibre parce que le corps il est fabuleux. Il y a encore comment on dit, elle avait 35 ans, enfin elle a 35 ans, et puis donc dans le corps il y a encore le mémoire de savoir faire du vélo. Donc ça c'est vraiment quelque chose
très intéressant. Et bien sûr, on l'a fait avec, en concertation avec la kinésithérapie. Donc, il y a aussi des personnes de la régie des quartiers qui viennent, par exemple, c'est des femmes d'origine étrangère qui sont avec la régie de quartier. C'est les femmes qui, par exemple, vont dans les maisons de quartier à 5 heures du matin pour pouvoir nettoyer. Et donc, pour elles, c'est beaucoup plus intéressant de prendre le vélo pour gagner, par exemple, 20 minutes de temps de qualité par rapport à ça. Donc, ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Je propose, par exemple, d'aller les chercher avec le bus. Après, on va faire le vélo-école. Et puis, après, donc, elles trouvent l'équilibre. Pas tous, hein, mais la plupart des personnes, oui. Et puis, donc, voilà, après, on voit ces personnes qui circulent à vélo pour aller au travail. Donc, ça, c'est parfait. Donc, on fait beaucoup de choses avec les acteurs de politique de la ville. Donc, je vous laisse découvrir ces acteurs. Il y en a environ 25. Et l'idée, c'est de revaloriser les quartiers et aussi le prise de conscience du potentiel du dernier kilomètre. Je ne sais pas si je vous parle en chinois comme ça, mais en fait, les cycles logistiques se développent. Ça, c'est des nouveaux métiers. Et on pourrait très bien envisager de faire ça avec les gens issus des mobilités inclusives depuis les quartiers prioritaires. Donc ça, c'est très intéressant et je suis à votre disposition pour monter ce genre de projet. Voilà. Après, on a eu aussi des contacts avec la maison des seniors. Ça, c'est des personnes 55 plus. Ils sont là pour retrouver leur équilibre, lutter contre le sédentarisme et l'isolement. Et puis, enfin, un exemple concret, c'est une personne, elle était enseignante à une école de danse. Elle avait 80 ans et puis elle avait eu un AVC et puis donc elle est revenue en fait à la vélo-école. Elle a dit aussi, je voudrais vraiment retrouver en fait mon équilibre. Est-ce que c'est possible? Eh ben, on a trouvé donc un engin, un vélo qui est adapté à son handicap et puis donc elle a retrouvé son équilibre. Et donc, voilà, après, elle est revenue avec son conjoint. Ils avaient acheté 2 vélos pliants et puis voilà, ils étaient tout contents. Donc, voilà, il y a des histoires comme ça. Donc, voilà, à votre disposition. Donc, on peut changer de slide. Ouais, merci Judith. Est-ce que en 1 minute, tu peux finir pour laisser du temps encore Ok. Et bien, ça, c'est juste monter un projet, comment ça marche. Vous prenez contact directement, on vit un partenaire, on va faire un dossier de co-création ensemble. Vous pouvez regarder la petite évaluation, le petit film qui est fait avec donc la FUB et le ministère de Transition écologique. Comment ça marche, c'est comme ça, en fait, tout le monde passe faire cette évaluation et après, en fait, on propose donc une formation sur mesure. Donc, voilà. C'est ça aussi. Donc, la question, tout à l'heure, il y avait une question sur on peut apprendre aussi le français à travers le vélo. Oui, c'est possible, on l'a fait. Donc, je laisse la parole à Justine. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Judith. Et je laisse directement la parole à Séverine Vigourou, qui est responsable de la vélo-école chez FIT. Oui, bonjour à tous. Donc, du coup, voilà, donc Séverine Vigourou, chargée de développement de la vélo-école. Donc, j'ai une formation CQP, mais également une formation d'enseignante à la conduite automobile. Donc, c'est pour ça qu'on viendra en parler un peu plus tard. Donc, FIT, donc, c'est une association qui a pour but d'accompagner des personnes en difficulté pour favoriser leur insertion professionnelle. Donc, on accompagne environ par an 1500 personnes qu'on forme. Donc, les formations sont donc, les formations à la mobilité, les plateformes mobilité, auto-école sociale, garage solidaire, vélo-école, voilà, c'est tout ce qu'on propose au sein de l'association.
Donc, c'est géré par 32 professionnels à la mobilité sur le bassin du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand et sur la Haute-Loire au Puy-en-Velay. Voilà. On peut passer au prochain slide. Voilà. Donc, le contexte de la mise en place de la vélo-école, donc depuis 2019, dans le cadre du programme Pandora, qui est un programme de certificat d'économie d'énergie, qui a permis de compléter l'offre du savoir bouger par 2 vélo-écoles que l'on a pu mettre en place pour nos publics. Donc, éléments clés des vélo-écoles. Donc, on a pu faire participer plus de 1600 personnes au sein des vélo-écoles, que ce soit sur le Puy-de-Dôme ou la Haute-Loire depuis septembre 2019. Donc, on a pu mettre en place des actions de sensibilisation avec, par exemple, la sécurité routière, des formations, puisqu'on a des formateurs CQP, on a des formateurs BPGEPS. Sur Clermont-Ferrand, ils sont en partenariat avec Vélocité pour les formations et des accompagnements avec les formateurs et également pardon, excusez-moi, je ne trouve plus les mots, des personnes qui les accompagnent dans des diagnostics en fait. Voilà. 50% des personnes sont des débutants, donc des personnes primo-apprenants. Et 33% sont là pour de la remise en selle par rapport à des peurs qu'ils ont eues. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu, ils n'ont pas fait de vélo ou des peurs dues à des chutes. Voilà. Donc, on accompagne ces personnes-là. Donc, à la suite, environ 30% des personnes pratiquent au moins une fois par semaine le vélo, que ce soit dans un cadre professionnel, c'est-à-dire domicile-travail, pour aller à une recherche d'emploi ou dans un cadre de loisirs. Donc, qui pratiquent le vélo dans un milieu soit rural, soit périurbain, soit urbain. C'est des publics très diversifiés. Donc, nous, on accompagne principalement des publics en insertion, des publics en situation de handicap, des migrants, des jeunes enfants aussi dans le cadre du SRAV, des personnes qui viennent individuellement, des collectivités et également des entreprises. Donc, le vélo pour maîtriser les bases de la sécurité routière et de la conduite automobile. Voilà, donc nous travaillons en fait en lien. C'est un peu comme si on demandait aux personnes de savoir courir avant de savoir marcher. Donc, le vélo, ça fait partie d'une première approche à la mobilité. Donc, on travaille avec ces personnes-là, l'observation, l'anticipation, l'analyse des situations. Ça leur permet aussi de développer les connaissances de base du code de la route, d'apprendre à communiquer et partager la chaussée avec les autres acteurs de la route, donc les piétons, les cyclistes, les automobilistes. Des compétences transférables comme la connaissance du code qui seront transférables dans le domaine en fait de la partie auto-école, puisque tout ce qu'ils voient en vélo-école, ils vont pouvoir sur certaines parties le transférer sur la partie auto-école. Donc voilà, on dit la partie connaissance du code de la route, les automatismes qui sont mis en place et qui vont permettre aussi de progresser plus facilement sur la partie auto-école. Et ils sont davantage autonomes quand l'enseignant, par exemple, met en place une session, on s'aperçoit que ces personnes-là arrivent plus facilement à prendre des décisions, à intervenir plus facilement sur telle ou telle situation. Voilà. Ça permet aussi beaucoup de travailler la confiance en soi et de permettre aussi d'être plus à l'aise, de conduire plus aisément, plus sereinement lors des cours de conduite par la suite, puisqu'on a un public qui est quand même énormément stressé et tout ce qu'on fait en amont avec la vélo-école permet au moins d'apaiser les choses et d'être plus posé sur tout ce qui est prise de décision. Voilà. Et tout cela se fait suite à un diagnostic mobilité qui est fait par les conseillers mobilité avant même qu'on attaque un parcours. Voilà. Le partenariat avec les personnes en situation de handicap, donc partenariat avec les ESAT, les foyers, et nous travaillons aussi également avec l'association Trisomie 21. Alors tout ça, c'est pour aller vers une autonomie. Pour certaines personnes, c'est pour simplement des trajets de domicile-travail.
D'autres, c'est pour du loisir. D'autres, c'est pour aller vers d'autres permis comme la voiturette, qui est un permis AM, ou le permis de conduire, permis B. Voilà, donc ça développe des compétences, des connaissances pour aller vers ces choses-là. Donc, ça développe, là aussi, on repart de la confiance en soi, puisque c'est vrai que, mine de rien, c'est un atout majeur. Et nous travaillons aussi avec Cyclo Debout. Alors là, c'est plus pour des personnes en situation de handicap, on va dire un peu plus lourd, qui ont des problèmes de motricité, des problèmes d'équilibre, et ça va leur permettre, avec un tricycle électrique, de pouvoir se déplacer sans avoir de problème de pédalage, puisque c'était tout articulé et ces tricycles à assistance électrique permettent à ces personnes-là d'accéder plus facilement à une mobilité. Voilà, donc je crois que... Voilà, merci. Nos projets, donc... Rapidement conclure, comme ça, en bien sûr. minutes. Voilà, donc je parle juste de nos projets. Donc nos projets, c'est de pérenniser les vélos-écoles dans le cadre des plateformes mobilité. Et donc d'intégrer les vélos-écoles aux dispositifs locaux de mobilité, donc agglomération, communes, associations, et d'intervenir auprès des entreprises pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes précaires. Donc s'inscrire aussi dans le programme SRAV qu'on a commencé à mettre en place sur la Haute-Loire et former des professionnels ou bénévoles dans l'apprentissage du vélo pour le développement. Donc là, c'est aussi, on nous a demandé des fois de former des animateurs pour qu'ils puissent retranscrire le vélo vers les plus jeunes enfants de façon sécuritaire. Voilà, je vais laisser la parole à Laure, du coup. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Non, c'est très bien. Merci beaucoup, Séverine. Et donc, je donne la parole à Laure. Tu as 10 minutes et si tu peux faire un beau focus sur les entreprises, sur le projet avec les entreprises. Merci. Ça marche, on fait comme ça. Donc, bonjour à tous. Comme l'a dit Justine, je suis Laure Ruello, je suis chargée de mission au sein de l'association BAPAV. Donc, pour remettre en contexte, c'est la slide d'après. Notre association, elle a été créée en 2002. Et donc, notre association, c'est Brest à pied à vélo. Et on est une asso de promotion des mobilités actives, surtout au travers du vélo et de la marche à pied. Donc, le contexte vélo-école, on l'a lancé du coup en 2015. Notre vélo-école. En 2017, on avait formé à peu près 20 élèves. Et là, à l'heure actuelle, on a eu un beau noyau dur de bénévoles qui m'accompagnent sur les interventions, qui sont en cours de formation ou qui vont être formés et qui me permettent d'animer la vélo-école au sein des différentes interventions qu'on propose. Donc, pour les interventions, on a 3 gros pôles au sein de notre association. On a la vélo-école, la formation et les triporteurs. Pour chacun de ces pôles, on a des publics différents. Donc, sur la vélo-école, on va avoir tout ce qui est école, que ce soit primaire, collège, les entreprises. Donc là, ça peut se transcrire au travers du programme Objectif l'employeur Pro Vélo, dont Arthur a parlé tout à l'heure, avec tout ce qui est initiation à la conduite de VAE, justement amener la culture du vélo au sein de l'entreprise, mais aussi justement permettre aux salariés de découvrir justement une nouvelle façon de se déplacer qui soit plus utilitaire et des fois plus pratique pour eux. C'était la slide d'après. Et on fait aussi justement des cours de vélo-école pour les particuliers dans les centres sociaux. La formation, pareil, c'est dans les entreprises, je vais y revenir tout à l'heure. Et enfin, notre dernier pôle, c'est le pôle triporteur. Et on va travailler surtout avec les structures médicalisées, les centres sociaux. Et voilà, on peut passer à celle d'après. On va faire un petit focus très très rapide sur la vélo-école parce que Judith et Séverine en ont bien parlé avant. Nous, juste pour remettre en contexte, quand on fait des cours pour les particuliers, on fait vraiment des cours de 5 à 6 personnes pour permettre l'émulation et la convivialité et pour aussi répondre aux projets et objectifs de chacun que les filles ont très très bien détaillé tout à l'heure, que ce soit pour passer le permis, faire du loisir ou justement être plus autonome dans leurs déplacements. Et pour que justement toutes ces actions et toutes ces vélo-écoles soient accessibles à tous, on a décidé au sein de notre association de proposer des tarifs justement minima sociaux. Voilà.
On va passer à la slide d'après. Merci. Donc là, on va faire un retour d'expérience justement sur une formation qu'on a proposée en entreprise. Donc, c'était une formation à la conduite de vélo cargo assistance électrique. Donc, ça a été réalisé dans le cadre d'un projet Job to Bike et ça nous a permis de former pour le moment 2 salariés et c'est une formation qui va être reconduite à l'avenir encore au moins 2 fois. Voilà. La slide d'après, je vais vous expliquer un petit peu le contexte, de pourquoi on a mis en place cette formation. On l'a mis en place parce que justement les sociétés avec lesquelles on travaille, qui sont des sociétés de nettoyage et de l'aide à la personne, elles se déplacent essentiellement en voiture, ce qui a induit justement une augmentation des émissions de CO2, un embouteillage sur le centre de Brest et justement une nuisance sonore assez importante. Donc, les 2 entreprises partenaires du projet, donc Philly Nettoyage et Archipel, ils nous ont également montré un autre problème, c'est qu'ils ont des difficultés de recrutement parce que 8 à 9 candidats sur 10 ne possèdent pas le permis de conduire. Or, les missions demandent systématiquement un permis de conduire. Donc, la mise en place de déplacements doux, en fait, va être justement vecteur de recrutement au sein de l'entreprise. Donc, sur la slide d'après, normalement, je détaille un peu plus le pourquoi il y a un double enjeu justement dans l'accompagnement de l'entreprise parce qu'on va d'un côté travailler sur tout ce qui est développement durable, mais on va surtout construire une alternative pour les employeurs, mais aussi pour les futurs salariés. Donc, ce qui est assez important et ce qu'on a surtout fait dans cette formation, c'est donc 21 heures en toute formation sur 3 jours où on retravaille avec chacune des personnes leur code de la route et leur mobilité à vélo. Donc, on ne va pas aller directement sur un vélo cargo, évidemment. On va retrouver les bases sur un vélo classique, puis un vélo à assistance. Et comme on a 2 tailles de vélo cargo, justement, on va travailler sur l'une et pour l'autre pour permettre aux salariés ou aux futurs salariés de trouver le vélo cargo qui lui convient, fonction et de ses besoins, mais surtout de son aisance à la conduite du vélo cargo. Donc là, pour un retour d'expérience réel je suis encore sur le vélo cargo, désolée. En fait, on va surtout travailler avec les personnes et pour le moment, on a une personne qui justement travaille avec le vélo cargo au quotidien et une autre qui a réussi justement à évoluer dans son travail et qui a beaucoup plus de responsabilités de par cette formation, ce qui est plutôt très bien. Voilà. Pour le retour d'expérience, le second retour d'expérience, au sein de BAPAV, on travaille beaucoup avec les publics en situation de handicap et on fait des interventions au sein d'IME ou de classe Ulysse pour justement proposer des interventions vélo qui soient autonomes dans leur pratique et que justement ils aient un accès à la mobilité comme tout le monde. Voilà. Et c'est pourquoi on va développer le SRAV adapté avec la fédération justement sportive de sport adapté. Donc c'est le savoir rouler qui peut se dérouler sur 30 heures et permettre justement à ce public d'accéder à une mobilité plus facilement. Voilà. Hop, slide. Encore après. Et du coup, je finis avec sur le retour d'expérience et après, je vous parlerai des projets. Donc ça, c'est vraiment les triporteurs. On en a 2 au sein de l'association. Et là, il y a un double volet et solidaire et inclusif de par le public qu'on transporte déjà, vu que c'est des personnes qui sont éloignées de la mobilité, qui ont besoin justement de se resocialiser et d'être visibles, et par les pilotes, parce qu'on ouvre justement et on forme des jeunes, par exemple issus de l'ancien CFA, à Brest c'est le CLPS, et on leur permet justement de devenir pilotes. On leur redonne des habitudes, un cadre, quelque chose de précis, justement pour qu'ils se sentent utiles et valorisés, voilà, et créer une mixité sociale et un lien intergénérationnel. Voilà. Et du coup, les projets pour 2022 au sein de notre association, c'est vraiment continuer nos partenariats qu'on a avec la mission locale, où on forme des jeunes justement à la mobilité, Don Bosco avec l'auto-école justement solidaire, qui, comme l'a dit Séverine, nous envoie des fois des gens en amont pour qu'ils aient une première approche, une première expérience dans la ville. Et on travaille bien sûr avec les centres sociaux
pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la mobilité, tout en n'oubliant pas la vélo-école qui fait vraiment le cœur de notre association. Voilà, j'espère que j'ai été assez rapide. Merci beaucoup, Laure. C'était parfait. Alors, je vais passer. J'ai vu qu'il y avait eu plein d'échanges dans le chat. Je ne peux pas tous les reprendre. Il y avait eu quelques questions également, mais où Judith ou Séverine ont répondu en direct, donc c'est parfait. Je laisse cette slide un peu longtemps là, et de toute façon, vous aurez le replay, et vous aurez cette présentation PowerPoint, donc vous avez les coordonnées de nos 4 intervenants que je remercie là en direct pour leur présentation et pour toutes les informations qu'ils ont pu nous donner sur les vélo-écoles inclusives. N'hésitez pas à revenir vers eux pour toutes les questions qu'on n'aurait pas pu prendre, pour les questions que vous allez avoir dans les heures qui viennent ou les jours qui viennent. Donc moi, il est 17h30, on a tenu les délais. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce webinaire. Normalement, si toute la technique fonctionne bien aussi, un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé de façon automatique là, juste à l'issue quand on quittera cette session. Vous allez également recevoir, donc, comme je le disais, le replay. Et je vous rappelle que puisque nous avons entamé un cycle de webinaires, que les 2 prochaines thématiques sur lesquelles nous interviendrons, ce sera des retours d'expérience sur l'écomobilité inclusive et également un webinaire sur l'accompagnement de parcours mobilité. Les dates vous seront communiquées très prochainement. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Ok. Et je ne sais pas si on nous entend toujours ou pas. Je ne sais pas. Bon, je reste encore un peu. Tac, tac, tac. Bon, c'est pas grave, hein, même s'ils nous entendent toujours. Merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup, Séverine. Merci, Judith. C'était parfait. J'ai laissé pas mal de temps dans les questions pour Arthur. Il y avait pas mal de questions sur les formations. Je me suis dit que c'était assez important. J'avais l'impression qu'il y avait pas mal de demandes. Je ne sais pas si ça a été hyper bien timé, mais j'espère que en une demi-heure, vous avez réussi à... Enfin, je pense qu'en tout cas, vous avez super bien réussi à amener les points forts de vos retours et de vos retours d'expérience. Donc, voilà, merci. Merci à toi, du coup. Et puis, moi, je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Je ne sais pas s'il y a du monde qui revient. Si tout le monde revient, allez. Merci beaucoup. Désolé pour l'ennui technique. Je ne pouvais plus intervenir. Je termine l'événement là parce que on enregistre encore là. Donc, ah oui, ok. on aura les suppléments. Merci beaucoup à toutes. Un grand merci, vraiment. C'était très bien. Parfait. Merci beaucoup. Okay. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.